Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSAI qui va s'intéresser au célèbre poème d'Apollinaire, Le Pont Mirabeau. Avant de lire ce poème et de l'expliquer, ajoutons que nous en ferons une analyse linéaire. Vous êtes prêts? Alors on va y aller. Nous allons lire la première strophe de ce poème. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Bien. Le pont Mirabeau est un poème d'amour. D'un point de vue structurel, cette première strophe est un quatrain composé d'un décasyllabe, donc d'un vers à 10 syllabes, suivi d'un vers à 4 syllabes, lui-même suivi d'un vers à 6 syllabes et finalement un dernier décasyllabe. Ce sera d'ailleurs la structure de toutes les strophes. Nous verrons par la suite que le refrain se construit autrement. Mais allons-y. Alors l'élément architectural, c'est-à-dire le pont Mirabeau, qui est inclus dans le titre, est d'emblée repris dans le premier vers. C'est un symbole de la modernité. N'oublions pas qu'Apollinaire est un poète du XXe siècle. Mais le pont est aussi union entre deux éléments. Il est utilisé pour symboliser sa rupture avec une dame qui s'appelait Marie Laurcena. Un pont en effet relie deux rivières, comme l'amour réunit deux personnes, et il peut très bien convenir en tant que figure rhétorique ou en tant qu'image. Mais Apollinaire va diriger notre regard vers la Seine, l'eau qui coule, et qui va devenir une métaphore de l'amour qui s'en va et du temps qui passe. Cette idée est d'ailleurs renforcée par l'absence de ponctuation, qui est aussi un des éléments de la modernité, de la poésie d'Apollinaire. Je vous laisse le temps de regarder d'ailleurs le poème, si vous l'avez sous les yeux, pour justement remarquer cette absence de ponctuation, qui peut-être passe inaperçu lors d'une première lecture. L'écoulement de la Seine est donc matérialisé par cette absence qui rend les mots fluides. Le quatrième vers annonce d'ailleurs le caractère mouvementé de cet amour qui allait toujours de la peine vers la joie. Donc double fonction de l'eau ici pour symboliser ces deux éléments. Cette première strophe est donc suivie d'un refrain, comme si c'était une chanson. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. D'un point de vue autobiographique, on sait que dans cette strophe, Apollinaire se rappelle sa liaison avec Marie. Le distique, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure, est un refrain qui évoque le temps destructeur. En effet, plus le temps passe et plus quelque chose est consommé par ce temps. Soulignons ici la présence du lexique du temps, champ lexical, qui renvoie au passage du temps, la nuit, l'heure, les jours. Et tout cela s'oppose au poète qui lui demeure. D'ailleurs ici le pronom « je » renvoie directement au poète qui lui reste sur place. Cette opposition entre « s'en vont » et « je demeure » permet d'une part au poète d'exprimer sa mélancolie, cette tristesse, mais on peut aussi supposer qu'il l'aime encore, car le refrain finit par « je demeure ». Et que veut-il dire? Eh bien que lui, le poète, serait figé dans le temps et qu'il n'est pas encore apte à laisser passer cet amour. Il est donc, d'une certaine manière, un pont vivant entre le passé et le présent. Présent d'ailleurs qui se nourrit de souvenirs et qui ne passe donc pas, le souvenir étant lui aussi ancré dans le temps et n'étant plus dans le temps réel d'une certaine manière. Bien, je pense qu'il est temps pour nous de continuer la lecture. Nous en arrivons donc à la deuxième strophe.
les mains dans les mains restant face à face, tandis que sous le pan de nos bras passent des éternels regards lents de Silas. Un amour éternel, permanent. Voilà le titre que l'on pourrait donner à la deuxième strophe. En effet, les mains dans les mains, vers 7, symbolisent le souhait de former un pont humain et de garder une certaine stabilité. Cette stabilité peut être aussi renforcée par l'impératif restant, qui encourage justement cela. L'amour semble toujours donc durer, surtout pour celui qui ne laisse pas couler cet amour, et cela est aussi renforcé par ce restant. Mais surtout par l'adjectif dans éternel regard. Celui-ci confirme donc notre intuition. D'ailleurs, au vers 8, la métaphore « le pont de nos bras » crée un effet de miroir avec le pont Mirabeau. Le paysage et les sentiments semblent se répandre, cela crée un effet de stabilité. Cette mise en abîme se veut aussi quasi triple. Le pont des mains, le pont des bras et le pont Mirabeau. Cette image dans l'image, reproduit une forme de répétition et nourrit l'idée d'éternel. Mais le refrain vient à nouveau instaurer le doute dans ce souhait d'amour éternel. Et il brise cette idée. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. De nouveau ce je, et donc ce pont d'une certaine manière entre les deux amoureux est rompu. Et cet amour n'est pas éternel. Il est temps pour nous de passer à la lecture de la troisième strophe. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Au vers 13, relevons la comparaison entre l'amour s'en va, donc qui est le comparé, et l'outil comme, et le comparant, eau courante, qui désigne une certaine rapidité. Dès le premier vers, le poète compare la fuite du temps avec la fuite d'amour. Pour celles et ceux qui ont lu Le Lac de Lamartine, un poète romantique du XIXe siècle, vous retrouverez ici une similitude de thématique avec cet auteur. Mais Apollinaire va modifier un tout petit peu son analyse. Il continue ici à travailler les mots en employant à nouveau une comparaison, celle de l'amour qui s'en va et de la vie qui est lente. Il y a une véritable opposition entre eau courante et vie lente. D'ailleurs, entendez dans courante l'idée aussi de courir et de rapidité. Donc, comment la comprendre effectivement? D'un côté, il y a la rapidité de l'amour et de l'autre, la lenteur de la vie. C'est l'échec amoureux qui est évoqué ici par le biais de la répétition de l'adverbe « comme ». Cette intensité, si au dernier vers de cette strophe, qui parle d'une espérance violente. Le mot « espérance » se trouve au vers 16 et ce terme est doté d'une majuscule afin d'attirer l'attention du lecteur par ce signal graphique qui vaut comme accentuation. L'espoir dont on parle ici peut être interprété soit comme le désir de ressusciter les amours du passé, soit comme l'attente fiévreuse d'un nouvel amour. Difficile à savoir. Mais de toute façon, cette attente est longue. L'espoir qui la nourrit est violent. Surtout si l'on considère qu'en amour, le temps passe vite. Tandis que lorsqu'on est en attente d'un amour, le temps passe
lentement. Nous sommes de nouveau confrontés au refrain. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Aux sonorités si riches. Mais nous n'allons pas réexpliquer le refrain et nous passons tout de suite à la prochaine strophe. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. La fuite du temps est évoquée par le biais des mots passe, jour, semaine. Nous retrouvons à nouveau ici le champ lexical du temps et surtout le caractère inéluctable et irréversible du temps. Chose que vous avez sûrement déjà remarqué dans notre vie courante. Le temps passe et nous ne pouvons rien y changer. Ainsi, la linéarité de la lecture traduit en ce sens cette même fuite. Quand vous lisez, les mots passent, comme la Seine. Et la répétition du verbe passer, la première fois au présent et la deuxième fois comme adjectif verbal, un participe passé, souligne cet effet d'irréversibilité, impossible de retourner en arrière. D'ailleurs, ensuite, il y a la double négation exprimée par les adverbes nini. Cette anaphore souligne l'impossibilité de retenir le temps, nini, et les amours, passé. Dans cette strophe, la fuite du temps correspond à la fuite de l'amour. Ni les amours reviennent. C'est assez important à retenir. Ce qui est surprenant, c'est que le dernier vers avant le refrain est le même vers qui se répète et qui renvoie au premier vers. Il y a néanmoins une image de circularité qui souligne également cette appréhension difficile du temps, qui passe tout en créant l'illusion d'immobilité qui est suggérée par l'énième répétition du refrain. Car le poème est clôturé par ce pronom et ce verbe qui se répète à l'infini, je demeure. Et donc, le poète, lui, demeure tandis que tout passe. Est-ce que cela signifie que le poète est celui qui est incapable d'accepter le temps qui passe? Est-ce que cela signifie que le poète est celui qui reste dans l'amour et qui n'est pas capable d'évoluer? À vous de voir si vous êtes capable d'employer ce poème pour interpréter l'état de l'amoureux ou de l'amoureuse. Chères apprenantes, chers apprenants, c'est la fin de cette capsule. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce texte, à la musicalité profonde. En guise de conclusion, affirmant peut-être qu'Apollinaire évoque dans ce poème l'échec amoureux à travers le souvenir mélancolique d'un amour passé, demeurant éternel, mais aussi la fuite du temps qui est le thème principal. C'est une thématique romantique, mais qui est traitée de manière originale, puisque le pan représente l'auteur, celui qui reste là pendant que l'eau coule, l'eau qui représente l'amour ou le temps. Comme c'est un poème qui est fortement joli à entendre à cause des sonorités, je vous invite à écouter les versions chantées qui ont été enregistrées au fur et à mesure des décennies. Et puis, si vous êtes intéressé par la question de la fuite du temps, je vous invite à lire La Montagne magique de Thomas Mann, même si ce n'est pas un poème, mais un roman de plus de 1000 pages. Et je vous dis à une prochaine